Bonjour à tous, ici Pierre Lemonde, président du Corim. Bienvenue à ce rendez-vous en ligne dans le cadre de notre série Culture. Cet événement est présenté en association avec les Offices de jeunesse internationaux du Québec. J'en profite pour saluer et remercier Jean-Stéphane Bernard, président de Logique, et toute son équipe pour leur contribution à l'organisation de cet événement. Je souhaite aussi remercier la Caisse des Jardins de la Culture, présentateur depuis plusieurs années déjà de notre série Culture. La visioconférence d'aujourd'hui s'intitule Faire rayonner notre culture et nos valeurs dans le monde. Pour discuter de ce sujet, nous avons le privilège d'avoir avec nous 4 excellents panélistes et une animatrice chevronnée. Bonjour à vous 5, vous allez bien? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce midi, vous discuterez de la promotion de la création artistique et littéraire de la relève d'ici sur la scène internationale. Vous parlerez également de l'importance d'accroître notre présence dans le monde grâce au numérique. Et enfin, vous échangerez sur le développement de la coopération culturelle internationale. Alors, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Jean-Stéphane. Merci beaucoup, Pierre. Monsieur le Président directeur général du Corim, cher Pierre Lemonde, très cher panéliste que je vais présenter dans quelques instants, Madame McConnell, chers participants, bonjour. Logique est très heureux de cette nouvelle collaboration avec le Corim pour cette activité visant à faire rayonner notre culture et nos valeurs dans le monde en soutenant la relève artistique québécoise d'ici sur la scène internationale. Félicitations à Pierre Lemonde et à son équipe qui continuent à faire le travail remarquable auquel ils nous ont toujours habitués. Logique, c'est 5 300 Québécois âgés de 18 à 35 ans qui ont été soutenus et accompagnés en 2019-2020. Parmi ceux-ci, plus de 4 600 se sont rendus à l'international dans près de 100 pays. Logique, c'est aussi plus de 3 100 jeunes participants francophones accueillis au Québec sur la même période. Par son programme Développement de carrière, et plus spécifiquement son volet Action culturelle et artistique, Logique accorde une priorité élevée aux projets qui permettent aux nouveaux artistes de développer leur carrière, de se faire connaître auprès de différents publics et de contribuer au rayonnement des arts et de la culture du Québec à l'international. En 2019-2020, nous avons soutenu plus de 700 artistes et travailleurs culturels dans plus de 400 projets. Dès le début de la crise de la COVID, nous avons exploré et surtout exploité les possibilités offertes par le numérique et les outils technologiques afin d'ajuster et de bonifier notre offre de services. Les équipes de Logique ont développé, avec leurs partenaires, plusieurs activités en ligne pour continuer à soutenir les jeunes artistes et travailleurs culturels en ces temps difficiles. À titre d'exemple, nous avons commencé par l'organisation d'une série de webinaires en collaboration avec l'UNESCO. Nous avons diffusé des spectacles en ligne, organisé des délégations virtuelles, mis sur pied des résidences virtuelles de création, créé une série de balados-diffusion, etc. Toutes ces actions et tous ces projets ont été menés avec un seul but, valoriser nos talents à l'étranger. Sans plus attendre, je vous présente nos panélistes. Tout d'abord, M. Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada. Mme Louise Lantagne, présidente et chef de direction de la SODEC. Puis, deux anciennes participantes au programme de Logique. Mme Vanessa Kanga, fondatrice et responsable des partenariats internationaux, Festival afropolitain Nomade, et Mme Natacha Canapé-Fontaine, poète, autrice, actrice et artiste visuelle. Et bien sûr, notre modératrice, Mme Rebecca McConnell, animatrice radio et télé de Radio-Canada. Merci pour votre attention. Je cède maintenant la parole à notre modératrice. Merci, Monsieur Bernard. Merci à vous tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Simon, Louise, Vanessa et Natacha. J'espère que vous allez me permettre de tutoyer Natacha et Louise, que je connais vraiment bien, pour avoir travaillé avec elles souvent. Et puis Simon, quand même un petit peu beaucoup. Ça commence à commencer. On va commencer tout de suite dans la discussion. On va parler donc justement de faire rayonner la création artistique et
littéraires de la relève d'ici, donc sur la scène internationale. Puis évidemment qu'au moment où on se parle, le 9 mars 2021, impossible de passer sous silence ce qui a bouleversé, bousculé toutes les sphères de nos vies depuis presque officiellement un an, c'est-à-dire la COVID-19, le confinement, la pandémie. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Donc, Simon, je me tourne vers vous. Comment on va défricher ça d'emblée, là, comment on peut envisager l'après-pandémie pour nos arts et notre culture sur la scène internationale? Ben, merci beaucoup, Rebecca. Je pense que la première chose à dire, c'est que on ne connaît pas officiellement encore quand la pandémie sera terminée. Les campagnes de vaccination, non seulement au Canada, se déroulent de façon inégale, mais à travers le monde, se déroulent de façon extrêmement inégale. On voit à l'heure actuelle que les pays les plus riches réussissent à accaparer une grande production de vaccins dans le monde. Mais donc, on est dans une situation où, dans le meilleur des cas, on peut penser probablement qu'à l'automne prochain, il y aura un certain nombre de pays qui atteindront une immunité collective parce que leur population aura été vaccinée, mais ce ne sera pas le cas à l'échelle mondiale. Et probablement, beaucoup d'experts maintenant pensent que ça va devenir une endémie, c'est-à-dire qu'on en a pour une très longue période à subir les contre-coups de la contamination et donc des mesures sanitaires. Et je pense que pour le milieu des arts et de la culture, les industries culturelles, il ne faut pas se cacher, il va y avoir un travail vraiment profond de reconstruction des secteurs culturels dans chacun des pays et évidemment de reconstruction des plateformes de diffusion internationale et des échanges internationaux. Et un des grands enjeux de la prochaine période, en fait, pour nous ici, c'est de s'assurer que le secteur continue à être maintenu à flot pour que, au moment où on va être capable de reprendre des échanges internationaux, qu'on soit capable de profiter des occasions qui vont se présenter. Mais pour moi, c'est très clair que les échanges internationaux, comme à peu près tout ce qu'on fait, ça ne ressemblera pas exactement à ce qui prévalait avant la pandémie. Non seulement à cause des conséquences économiques, sanitaires de la pandémie, mais aussi parce que je pense qu'il y a une réflexion qui se déroule partout dans le monde sur les modèles de diffusion qu'on avait avant la pandémie, sur la question de l'empreinte carbone, par exemple, des tournées internationales. Donc, je pense qu'on est toutes et tous en train de réfléchir présentement à quelle va être la situation du secteur culturel dans chacun de nos pays au lendemain de la pandémie et comment on doit réimaginer les échanges internationaux puis les collaborations internationales. Et à mon avis, on en a encore pour au moins une année à discuter de ça, à faire des hypothèses, à faire des expériences, mais c'est loin d'être évident. Et à jongler, c'est ça, avec tous ces Oui, inconnus, finalement, tous ces impondérables. Louise, exact. je vais me tourner vers toi parce qu'on parle, je voudrais qu'on parle de relève pour la première portion donc, de cette vidéoconférence. Parle-nous des projets de la SODEC en partenariat avec Logique, justement, qui travaille avec la jeunesse. Vous en avez fait plusieurs. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, ben, premièrement, je me permets de dire que la SODEC qui fête son 20, ben, qui fête pas, là, mais qui a 25 ans cette année, on n'a pas le temps de fêter. Je veux dire que depuis belle lurette, la SODEC soutient la relève, tu sais, avec son programme d'aide aux jeunes créateurs. Moi, j'ai travaillé à la SODEC dans les années 90. Jean-Marc Vallée faisait des courts-métrages euh, à l'aide des sommes dans ce programme-là. Et donc, c'est pas d'hier là, qu'on veut soutenir la relève, puis dans tous les domaines. Quand la SODEC a été créée, on a intégré le livre, la musique, les métiers d'art, les variétés et tout ça. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a le souci de vraiment développer aussi une relève au niveau des pas juste des artistes, mais aussi des producteurs, des entreprises, une relève entrepreneuriale, parce que la SODEC, c'est la Société de développement des entreprises culturelles. Alors, contrairement, tu sais, disons, au Calque ou mon vis-à-vis provincial, où nous, c'est directement les entreprises. On fait pas affaire avec les artistes comme tels, on fait affaire avec eux, mais
via leurs entrepreneurs, leurs producteurs, etc. Alors, c'est un grand souci pour nous de développer aussi l'entrepreneuriat culturel et aussi de les amener vers l'international, d'amener leurs artistes à l'international. Puis dans ce sens-là, on travaille énormément avec Logique. On a des programmes complémentaires de financement pour les tournées. On verra comment les tournées se dérouleront à l'avenir, mais pour des marchés aussi. Je donnais l'exemple, on fait un Sodec Lab au marché de Cannes avec des jeunes producteurs. On travaille avec eux au BIS de Nantes, on travaille avec eux dans d'autres marchés, à Sao Paulo, etc. On est très, très arrimés avec leur activité pour développer la relève et la faire rayonner à l'international. Puis on a le souci, je dirais, on aura le souci de développer encore plus d'outils pour s'assurer que la diversité culturelle québécoise soit aussi célébrée à l'international. Je le dis parce que ça fait partie de nos plans. Et on a déjà des choses en cours. On travaille avec Banff, on travaille avec le Toolbox de Berlin. On a déjà des activités, mais on veut en développer davantage. Ouais. Et moi, je terminerai mon point ici en disant une chose qui m'inquiète pour la relève, c'est que on a maintenu nos liens avec nos partenaires à l'international pendant la pandémie. On a fait plein de trucs virtuels comme tout le monde. Puis on s'attend à revenir en réel, en présentiel à un moment donné. Mais tout le monde sait, autant en cinéma, peut-être moins en livre, mais en musique, on en parlait hier, il va y avoir un engorgement. Absolument, il va y avoir une congestion quand tout ça va reprendre. Oui. Exactement. Il va en avoir une sur notre territoire et je dirais, imaginez à l'international. Alors, moi, je suis un petit peu inquiète pour la relève. Parce que, est-ce qu'on va aller plus vers les artistes établis face à cet engorgement-là? Comment les diffuseurs vont réagir? Comment nous, on va pouvoir s'assurer que la relève prenne une place parce qu'elle doit continuer de prendre sa place, c'est notre avenir qui est en jeu. Et je pense que la promotion va être un outil indispensable. On devra vraiment s'assurer d'avoir une promotion qui se démarque, mais on devra porter un regard spécial pour s'assurer que la relève puisse prendre sa place. Elle la prend, sa place, la relève, habituellement, mais je vais vous dire, dans au le monde retour, d'après. Oui, ben là, absolument. j'ai peur à cet engorgement-là. C'est super pertinent de le soulever parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que peut-être on va se retourner vers les valeurs refuges ou les valeurs sûres, en tout cas en termes d'artistes. On parlait de la SODEC, tu parlais de la relève entrepreneuriale. Louise, je vais me tourner vers Vanessa. Un des mandats de votre festival, Vanessa, qui est le Afropolitain Nomade, réseau de 180 artistes issus de 3 continents, c'est justement de soutenir la relève. Qu'est-ce que l'expérience d'aller à l'étranger, ça peut apporter dans un parcours d'artiste? Premièrement, merci pour l'invitation au Corim et merci à tous ceux qui nous écoutent. De dire 3 choses par rapport à ça. La première, c'est un artiste de la relève, la première chose dont il a besoin quand il va à l'international, c'est s'inspirer dans de nouveaux espaces et prendre conscience de son territoire. Parce qu'en tant qu'artiste, on existe dans un espace qui est physique, qui est aussi énergétique, mais on est dans un territoire. Donc, il faut prendre conscience de son territoire et aussi prendre conscience de la richesse des autres territoires, des gens qui ont d'autres espaces. Et dans le cadre du festival Afropolitain Nomade, Logique a été un partenaire de la première heure depuis 2012. Parce que de là, on a fait à peu près 7 pays francophones où on a diffusé à peu près des artistes de 25 nationalités différentes. Et les artistes de la relève comptent à peu près pour 30% quand même de lancer nos programmations. Donc, c'est super important pour nous de garder cet aspect-là. Il faut également se dire que pour un artiste de la relève, ça permet également de professionnaliser la pratique, découvrir d'autres façons de travailler, d'autres façons de créer, avoir la possibilité de rencontrer d'autres méthodes de création qui sont différentes, inusitées. Et dans notre cas, nous, on parlait de diversité culturelle tout à l'heure. Un des mandats du festival, c'est aussi de faire rayonner la diversité et ça permet d'enrichir le portfolio quand on va à l'étranger. Et ça, pour nous,
C'est quand même quelque chose de très important, de donner la possibilité à des artistes de la Ouais. diversité de s'exporter Oui, la également. diversité, c'est pas juste un effet de mode, là, ça va vraiment devenir une valeur qui va prendre plus d'essor, en tout cas, je l'espère, au cours des prochaines années. Natacha, tu es une artiste, t'es officiellement, je dirais, la seule parmi nous aujourd'hui. Toi, est-ce que tu peux rebondir sur ce que Vanessa dit? Est-ce que tu vois l'international comme une source de spécialisation? Est-ce que c'est à l'extérieur que tu vas parfois chercher une expertise? Puis ensuite, qu'est-ce que tu en fais avec? Ben, justement, c'est sûr que je résonne beaucoup avec Vanessa. Puis en plus, de son côté, il y a vraiment comme l'aspect qu'elle arrive avec un seul festival à réunir plusieurs pays, donc à aussi diversifier les lieux, les territoires où les artistes se professionnalisent et se développent. Et dans mon cas, justement, c'est quelque chose avec lequel je résonne beaucoup parce que dans les dernières années, c'est sur la littérature, la poésie, au travers de festivals de littérature, d'événements littéraires au travers le monde, j'ai fini par non seulement faire ma place, trouver ma place, mais y trouver mon compte aussi, puis vraiment beaucoup plus que je l'aurais jamais imaginé, dans le sens que moi, je me développe en tant qu'autrice, en tant qu'écrivaine, en rencontrant d'autres auteurs, autrices autochtones, pas seulement au Québec, mais au Canada et ailleurs dans le monde. Et avec le temps, je me suis rendu compte que chaque fois que je revenais avec de nouvelles réflexions, souvent je ne trouvais pas encore les résonances à ces réflexions-là ici au Québec. Et je me suis rendu compte que de continuer à voyager allait toujours m'aider à me développer moi en tant que poète, c'est sûr, mais en tant qu'artiste aussi, qu'il était vraiment nécessaire pour moi, en fait, de continuer à rester mobile et nomade pour aller chercher constamment qu'est-ce qui se passe dans le monde, quel est le pouls du monde, de qu'est-ce qui se passe dans les autres communautés autochtones ailleurs, autant au niveau social, politique, économique et artistique. Mais quand je ramène ça, quand je reviens, en fait, c'est ça, mon but, c'est de vouloir ramener ces réflexions, de provoquer des questionnements, de provoquer des débats sur ces sujets. Mais souvent, comme on n'a pas encore les outils de ça, donc il y a un certain manque de ressources que je vois qui se prononcent, mais en même temps, de voir de plus en plus d'activités ici et au Canada vouloir qui veulent créer des ponts entre les autres provinces et ici, mais aussi entre les communautés, mais c'est là que je vois vraiment que je peux finalement moi aussi trouver mon compte localement, mais pour me développer personnellement, je dois continuer à voyager. Donc, OK, donc c'est vraiment un aspect fondamental de ta pratique artistique. Puis j'imagine que tu partages aussi avec d'autres artistes de ta communauté. Puis là, je parle communauté artistique au sens large. Quand tu reviens ici, forte de tes expériences, j'aimerais ça t'entendre. En fait, Louise, avant qu'on passe au numérique, parce qu'il va probablement y avoir un lien, Louise a soulevé quelque chose de vraiment intéressant tantôt sur la congestion, puis qu'est-ce qu'on va faire pour la relève dans l'après-pandémie. Est-ce que vous avez envie de réagir à ça? Est-ce que Natacha, c'est quelque chose qui t'inquiète de savoir quelle sera la place de la pandémie quand je veux dire, les James Bond vont revenir au cinéma, Dune, les grosses tournées des gros artistes bien établis, des vétérans finalement? Personnellement, je dirais même que je me retrouve dans une sorte de position où je réfléchis déjà à ce sujet-là parce que même en pleine pandémie, je suis encore en tournée et je sais que je suis Hmm. parmi les plus chanceuses des artistes à avoir cette chance-là, surtout en tant qu'Autochtone, donc en quelque sorte issue de la diversité qui puisse continuer Hmm. à être en tournée au Québec. Même en ce moment, j'attends de savoir si je peux vraiment partir en avril au Luxembourg pour aller suivre une formation de perfectionnement en scénarisation. Donc, Hmm. j'étale ma pratique, mais j'étale aussi les connaissances que je veux aller chercher pour me développer entièrement. Mais je sens que, donc, il risque d'avoir je le vois déjà poindre, donc arriver, qu'il va y avoir un engorgement. Puis avec ce que Louise disait, j'ai tout de suite comme dit oui parce que je sais que ça va arriver. Et moi aussi, je m'inquiète pour la relève parce que j'aurais pu aussi, par exemple, moi personnellement, ne pas en faire partie parce que en musique, par exemple, je commence à peine Oui, à faire ma la place dans relève ce en musique, domaine-là. oui. Donc, et je trouve que il risque d'avoir des laissés pour compte d'ici les prochaines années et j'espère qu'on ne va pas, qu'on va être conscient de ça puis qu'on va travailler à faire en sorte que chacun ait une chance de pouvoir continuer sa pratique après la pandémie parce que certains sont déjà en train de perdre leur pratique présentement. Simon, Oui, vous ben voulez moi, réagir? Oui? j'aimerais dire que
Oui, j'aimerais dire qu'une chose que j'observe autant à l'international, parce que je continue d'être le président de la Fédération mondiale des conseils des arts, et au Canada et au Québec, il y a à l'heure actuelle un changement de génération dans les gens qui dirigent les institutions et les grands festivals dans le monde. Ce changement de génération qu'on voyait venir est accéléré par la pandémie. C'est incroyable le nombre de gens qui ont décidé qu'ils passaient à autre chose. Donc, il y a une nouvelle génération qui arrive, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de diversité, beaucoup de jeunes autochtones. Et moi, je pense que cette génération-là, qui va notamment prendre les nouvelles décisions de programmation, va probablement porter une attention plus grande Ah, à intéressant. OK. l'émergence et à la jeunesse que ce que faisaient leurs prédécesseurs. Puis je le vois déjà avec le FTA à Montréal, en tout cas partout dans le monde. Et je serais moins, et je pense aussi que les modèles de diffusion, de création des jeunes sont probablement beaucoup mieux adaptés à la situation immédiatement Hmm. post-pandémique que les grosses machines du passé, puis les façons de faire la programmation, puis de prévoir les concerts classiques 5 ans d'avance, puis les opéras 5 ans Ouais. d'avance, etc. Je pense que la relève est probablement moins bouleversée par la pandémie que le reste de l'écosystème. Donc, moi, je En suis tout cas, plus peut-être un peu outillé moins peut-être. Oui, pessimiste par c'est rapport ça. à ça. Peut-être plus outillé. Ça, c'est Oui, intéressant. en fait, plus équipé, plus prête à le C'est faire. ça. On va avoir besoin du numérique et c'est ce qui nous amène au deuxième thème, le numérique. On va parler des enjeux, des opportunités. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la dernière année, c'est que le Centre national des arts cet été a commandé un sondage. Une personne sur deux dit avoir regardé un événement culturel en ligne depuis la pandémie. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Il y a des gens qui disent que la pandémie nous a permis, bon, évidemment, de réaliser que rien ne vaut le présentiel, surtout pour les arts vivants. Ça sera toujours un pis-aller. Et il y en a d'autres qui vont dire qu'au contraire, le numérique nous a permis de réduire les frontières et que toutes les initiatives de ces organismes culturels, finalement, auront permis à ces mêmes organismes d'élargir leur public au-delà des frontières géographiques. Donc, Vanessa Kanga, du point de vue d'un organisme culturel, c'est quoi les avantages du numérique? Alors, avant de parler des avantages numériques, j'ai quand même envie de donner juste une mise en garde, en fait, parce que le numérique est un formidable outil. Ça nous permet effectivement de générer des atouts, mais il faut regarder aussi la partie du monde qui avance avec le numérique. On est dans un écosystème en Amérique du Nord où la bande passante coûte pas trop cher, on a accès à des forfaits Internet, mais ça ne permet pas partout de démocratiser l'accès à l'art aussi. Donc, Intéressant. il faut Donc, aider à rappeler que, doser. oui, qu'il y a des Oui, gens qui sont exclus de ça, que c'est un privilège exactement, finalement d'avoir accès à exactement. l'Internet haute vitesse. Oui, c'est bien de le Voilà. faire. Oui. Par contre, au niveau des avantages, moi, ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que effectivement, ça permet de provoquer des rencontres improbables à moindre coût. Nous, par exemple, on a fait le lancement de notre festival à la fin du mois de février dernier, puis on a réuni à peu près 40 artistes de tous les continents en art visuel et en musique pendant demi, puis ils étaient en forte ébullition parce qu'ils pouvaient crier, parler, puis se rencontrer, puis ne pas sortir de leur espace. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça permet aussi de concentrer les échanges sur l'essentiel, hein, parce que souvent, quand on va dans des salons, on discute, mais quand tu es sur un écran, ton temps d'attention est limité, fait qu'il faut que Ouais. tu sois clair dans ta démarche, clair dans ta façon de présenter ton projet. Donc, ça force aussi à ramasser un petit peu sa pensée et à, j'ai envie de dire, rendre efficace sa pensée dans les espaces virtuels. Ouais. Et la dernière chose que j'amènerais, c'est qu'on permet aussi de briser des tribus. Ce que je disais en discutant avec des artistes, c'est que souvent, quand on va au théâtre ou voir un concert, on va en gang, on va en tribu, avec des gens qui aiment l'artiste. On développe comme une espèce de clan, on veut dire. Mais le numérique permet de briser ces barrières-là, puis de toucher des gens qui n'auraient jamais été en contact avec une œuvre, un spectacle, un concert. Donc, ça permet aussi d'aller démocratiser et rendre accessible la pratique à des espaces qui peut-être étaient insondés jusqu'alors. Donc, je trouve que le numérique, il a ses avantages, mais il faut mettre en perspective qu'on parle dans un écosystème où
nous sommes privilégiés et c'est très Ouais. accessible. Moi, je travaille sur le continent africain et on vit avec des réalités qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Absolument. Oui, puis merci de le Voilà. souligner parce que c'est quelque chose qu'on Mm. peut effectivement tenir pour acquis. Vanessa, tu es une artiste, donc j'imagine que tu as répondu à l'appel du gouvernement Legault de la ministre Roy de te réinventer le printemps dernier quand toutes les salles de spectacle fermaient. Est-ce que tu peux nous parler d'expériences concrètes sur le numérique qui t'ont motivé artistiquement là, au cours de la dernière année? Tu parles à moi, Je hein? pense qu'on s'adresse à Oui, Natacha. j'ai-tu dit Vanessa? Pardon. Natacha. C'est à Natacha. Natacha, pardon. Tout d'abord, je ne réponds jamais aux appels du gouvernement Legault. Pas vrai. Je- Non, mais pour rire, Éditorial. puis en même temps pour dire que j'avais pu, je, je pense que la plupart des artistes, c'est ça, ont cherché à se réinventer dès les premiers mois, puis bien Ben avant oui, l'appel du gouvernement Legault. Donc, j'avais juste envie de de le renverser un peu préciser. cette idée-là, puis de dire que oui, c'est ça. Puis en même temps, justement, que beaucoup d'artistes ont vraiment comme réussi à réagir assez rapidement pour Mm. tenter de changer de pied au moment où c'est arrivé. Surtout que les premiers mois ont été des mois d'annulation puis de report d'événements. Donc, même personnellement, moi, j'ai été très prise dans ce défi-là. Et en même temps, ça m'a fait perdre beaucoup d'heures de travail où j'aurais pu justement tu sais, essayer de passer à autre chose puis imaginer quelle serait ma pratique dans les prochains mois en temps de pandémie. Mm. Puis dans ce sens-là, sur le coup, je me suis dit au départ, tu sais, j'avais envie de suivre le mouvement des artistes qui était celui de tenter d'apaiser, de bercer un peu De faire du bien aux gens, l'incertitude, ouais. l'inquiétude. Oui, c'est ça. À un moment donné, puis au début, c'était vraiment offert gracieusement, généreusement. À un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut pas faire constamment des spectacles gratuitement en Mm. ligne pour tenter d'apaiser parce qu'à un moment donné, c'est nous qui portons finalement Ben oui, le l'inquiétude et fardeau. l'incertitude. Et oui, à force de se mettre en danger. Donc, les questions tout de suite, ça a été, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre? Et dépendamment des défis économiques, puis justement par rapport aux prestations d'urgence, puis ensuite ce qui a été transformé en prestations, je sais plus, d'économie PCR, canadienne, je oui. sais plus, mais oui, c'est ça. J'ai vu autour de moi plein d'artistes vraiment être bouleversés, puis être très inquiets, puis même vivre dans des moments de détresse, même parce qu'ils ne savaient pas comment vivre au jour le jour, puis comment est-ce qu'ils allaient survivre pour les prochains mois. Mm. Moi, dans la dernière année, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'écriture, donc ça m'a permis de vivre jusqu'ici. Et donc, encore, je suis privilégiée. Puis je pense que justement, il y a eu un engorgement dans les programmes de subvention parce que les gens se sont tournés vers la création de projets, d'aller chercher les sous pour pouvoir au moins s'aider un peu à vivre avec ça. Et dans mon cas, mais je me suis dit, il faut que quand même, malgré ça, que je me transforme. Donc, j'étais quelqu'un de mobile, il fallait que je devienne immobile, que je sois à la Mm. maison, que je m'habitue à être à la maison. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut juste que je me porte sur l'écriture et la production de choses écrites. Et c'est là que je peux vraiment me transformer et en même temps solidifier ce que je peux faire dans le futur. Donc, en gardant des liens à l'international, localement ou ailleurs au Québec et à l'extérieur, en écrivant, je prévois publier et donc je prévois faire des tournées, etc., etc. Donc, ça va ainsi de suite dans mon cas. Mais tu as fait des concerts, non, en ligne? Tu as fait t'as fait un truc avec Patrick Watson, notamment Ouais. pour aussi en hommage, ou je ne sais plus si c'est la même chose en hommage à Joyce et Echaquan. Il y a des choses qui se sont produites en ligne, des productions artistiques, peut-être pas offertes gratuitement toujours, mais mettons à faible coût, là, comparé à un billet pour une salle de spectacle en chair et en os. Et la question qui revient souvent, puis je vais peut-être me tourner vers vous, Simon, c'est est-ce que le numérique, ça devient une forme de... Est-ce que c'est du développement, comme en a parlé Natacha? Est-ce que c'est de la promotion? Est-ce que ça peut devenir de la cannibalisation aussi si un théâtre dit on a un laboratoire à vous présenter en ligne, par exemple, là, je pense au théâtre Jean Duceppe, mais est-ce que les gens vont quand même aller voir le spectacle? Comment on fait pour départager tout ça? Ben, je pense que c'est difficile à départager. Sur la question, peut-être l'aspect cannibalisation, je dirais que
Au fond, au cours des dernières années, on a eu le débat, est-ce que la télé allait tuer les arts vivants? Ensuite, on a eu, Le est-ce que les balado va tuer la festivals puis les radio, oui. spectacles gratuits vont tuer les spectacles vivants? Et moi, je crois pas que ça se produit, ces phénomènes-là, parce que je pense que comparer les arts vivants avec ce qui se passe sur un écran, même si c'est extrêmement bien fait, c'est absolument inutile. C'est deux expériences humaines, esthétiques extrêmement différentes. Je pense que dans une situation de pandémie où le spectacle vivant était empêché, on a eu une discussion sur le numérique qui était un peu hallucinante, comme si on avait le choix. Mais tout ce qu'on a discuté sur le numérique dans la dernière période, c'est dans une situation où on n'avait pas le choix. C'est le même débat que est-ce que le télétravail et le travail dans un bureau ou est-ce qu'une réunion familiale sur Zoom Ouais. ou en personne, c'est la même chose. La réponse est non. Mais ce que je dirais par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du numérique, on oublie le fait que présentement, je regarde au Conseil des arts du Canada, quand on a fait un projet pour financer des projets de création numérique, on a subventionné 1000 projets, 1000. Il y a énormément d'artistes qu'on n'avait jamais vus et jamais entendus en dehors de leur village ou de leur communauté avant qu'ils puissent prendre l'avantage de cette création numérique pour se faire connaître. N'importe quel directeur ou directrice artistique aujourd'hui qui essaie de voir ce qui se passe doit regarder ce qui se passe maintenant sur le web parce qu'il y a plein de gens qu'on ne voyait pas, qu'on n'invitait pas dans nos scènes et des artistes sourds, handicapés qui jamais auraient été invités à le faire, qui ont utilisé le numérique pour se faire connaître. Moi, je suis fasciné par ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas de revoir dans le numérique quelqu'un que j'ai déjà vu 100 fois sur scène. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un que j'ai jamais pu entendre, que j'ai jamais pu voir, expliquer puis faire son travail. Et là-dessus, je trouve qu'il y a eu une ébullition extraordinaire. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que quand on parle du numérique, il me semble qu'on devrait réfléchir beaucoup plus à qu'est-ce que le numérique nous permet de faire en termes de démocratisation de la culture que on ne peut pas faire avec nos structures de diffusion à l'heure actuelle où on rejoint plus ou moins toujours le même monde. Et là, je pense aussi qu'il y a eu des avancées. Oui, il y a des problèmes immenses de monétisation, mais en même temps, je dirais que même si ça n'a pas réglé du tout le problème de monétisation, je dirais qu'un organisme comme le Conseil des arts du Canada, on n'a jamais soutenu autant que depuis le début de la pandémie directement les artistes pour être capable d'apprendre à maîtriser le numérique puis à mettre leur travail en ligne. Donc, il y a eu en quelque part des centaines de millions de dollars qui ont été investis pour vraiment soutenir directement les artistes et non pas les géants du web, mais pour créer. Et moi, je trouve qu'avant, je comprends très bien que des gens puissent rejeter le numérique, puis c'est pas pour moi, je comprends tout ça, mais je trouve que on devrait justement essayer de regarder à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe à la marge du numérique. Pourquoi au Canada, il y a beaucoup d'artistes autochtones qui parlent de décoloniser le numérique, puis qui considèrent que dans la dernière période, il y a eu une décolonisation du numérique plus importante que jamais auparavant. Donc, à mon avis, il y a des avancées qui sont extrêmement intéressantes et prometteuses, mais ce qui se passe entre le débat entre le mainstream, si on veut, puis le numérique, oui, je comprends bien que tout ça va se rééquilibrer à un moment donné, mais je trouve qu'il faut avoir un regard nuancé sur ce qui se passe à l'heure Ouais. actuelle. Le web comme révélateur de talent, ça, c'est super intéressant. Puis là, Oui, ce que j'en exact. conclus aussi, c'est que Simon, c'est le plus optimiste de la gang aujourd'hui. Natacha, je pense que tu voulais réagir à ce que Simon disait un petit peu plus tôt quand on a parlé de cannibalisation. Tu as levé ta main? Est-ce que je me suis trompée quand on disait que le web, le numérique allait peut-être cannibaliser les arts vivants puis les autres? Non, c'était pas par rapport à ça, c'est plutôt par rapport au spectacle que tu avais nommé. C'est Oui! pour rappeler que c'était des concerts bénéfices. Donc, c'est Ah, vraiment OK. une pratique plutôt différente dans l'idée que on a ramassé des sous pour des regroupements, pour des personnes en particulier, pour des causes, mais c'était pas nécessairement pour moi. C'était pas Oui, pour c'est toi, ça. pour payer ton loyer. Parlons Non, Simon c'est ça. parlait justement des c'est bon de le dire, des géants du web. Louise, est-ce que toute cette migration-là vers le web, justement, ça profite essentiellement aux géants du web? Si on parle de notre culture à nous, là, comment on fait pour faire rayonner nos est-ce que c'est une belle occasion de faire rayonner nos artisans ou on se dit: «Ben, c'est ça, c'est Netflix puis c'est Amazon qui s'en met plein les poches»? Ben, écoute, je veux dire, c'est certainement, euh, ça donne certainement une visibilité qui peut être extraordinaire.
et donc une promotion qui va circuler partout à travers la planète. Mais ma deuxième question, c'est à quel prix? Alors, moi, je veux bien être sur Netflix, là, mais je ne veux pas laisser aller ma propriété intellectuelle. Alors, il y a deux mots-clés ici pour moi quand j'entre en relation avec un géant du web, c'est promotion et propriété intellectuelle. Oui. Et il y a eu un exemple récent, pour parler de façon très, très concrète. Allons-y. Le film de Louis Morissette, qui n'est pas sorti en salle encore. La famille parfaite, oui. Le guide de la famille Le parfaite. guide de la famille parfaite, oui. C'est ça. Alors, c'est un film qui a été financé comme tous les films canadiens, québécois, avec des fonds publics, la SODEC, Téléfilm, Crédit d'impôt, etc. Et Netflix s'est vraiment intéressé au film. Alors, le film, c'est le producteur qui est détenteur des droits. Et on ne peut pas juste envoyer le film sur Netflix en faisant fi de tout un écosystème d'exploitation ici sur le territoire. Et Louis Morissette a réussi vraiment à bien négocier sa fenêtre d'exploitation sur le territoire, en même temps qu'il y a une exploitation à l'international. Les deux ne sont pas en concurrence. Et il a fait un bon deal. Et deal qui, si je peux me permettre, un deal qui ne va pas le cannibaliser lui-même, finalement, pour revenir à ça. Exactement. Mais, et puis, nous, les téléfilms SODEC, on va récupérer une partie de cette vente-là. Ça, c'est bien. Mais il a pu réussir à avoir ce pouvoir de négociation parce qu'il détenait la propriété intellectuelle. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Moi, je veux dire que les grands géants, les grandes plateformes commandent des shows qui les payent, puis après ça, ils ont une emprise totale sur la vie commerciale de l'œuvre et sur la vie de l'œuvre tout court. Ça fait partie de leur catalogue, ils font ce qu'ils... Bon, pour moi, c'est très, très important quand on entre en relation avec ces organisations-là de demeurer propriétaire, souverain de nos droits et qu'on puisse décider de la destinée de nos œuvres. Et tant mieux si on peut négocier des fenêtres d'exploitation qui nous permettent de monétiser davantage, d'aller monétiser la valeur d'une œuvre, parce qu'une œuvre a une valeur en soi, mais il y a aussi, ne soyons pas naïfs, une valeur commerciale. Et on veut s'assurer d'aller chercher notre dû. Bon, moi, c'est ce que je pense. Alors, j'ai rien contre, mais payez-nous, puis négocions, puis donnons-nous le statut pour négocier. Oui. Alors, la promotion que ça peut apporter aux talents québécois et canadiens peut être immense. Donc, je le dis, il faut garder notre pouvoir de négociation pour aller chercher le maximum sur notre territoire puis à l'extérieur. Ça, c'est donc, la position idéale. Restez vigilant, finalement. Oui, bien, plus que vigilant, tu sais, franchement, je veux dire, nos gouvernements financent notre culture, financent notre cinéma, financent notre télévision, et à nous d'aller tirer le maximum. Là, en ce moment, on regarde les séries télévisuelles québécoises qui s'en vont sur les marchés internationaux puis qui réussissent vraiment de belles percées. Moi, je m'en réjouis parce qu'ils ont un public local puis ils vont le chercher à l'international. Puis s'ils veulent faire affaire avec des grosses plateformes, ben il faut qu'ils aient ce pouvoir de négociation-là. En fait, je disais vigilance, mais c'est rester lucide aussi parce que, comme tu disais, ça fait office de promotion, mais après ça, il ne faut pas juste se leurrer que c'est de la promotion puis qu'on est super content que le film voyage. Il faut que ça rapporte, puis il faut que ça rapporte ici, finalement. Il faut que ça revienne ici. Exactement, Rebecca, puis ça nous aide à développer justement notre relève, ça nous aide à poursuivre notre action dans le domaine culturel, puis mon Dieu, à rayonner, puis rayonner, oui, puis aussi... j'ai pas de souci à dire qu'il y a une valeur à nos œuvres et puis, bon, il faut aller chercher cette valeur-là. Faut la monétiser, il faut la ramener dans notre système. Ça nous appartient. Et je veux dire, on le sait, hein, je parle de cinéma, d'audiovisuel, on peut parler de musique aussi.
Absolument. Oui. Bon, ben, c'est la même chose. Natacha, est-ce que tu te sens concernée quand tu entends ça, qu'il faut que tu donnes pas gratuitement ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu crées, juste parce que ça fait le tour du monde, puis que c'est le fun parce que quelqu'un, justement, en Australie, connaît ton nom, connaît ton œuvre? Mais ça fait déjà quelques années que je suis très concernée par cette question parce que autant il y a cette nouvelle vague pour la diversité, il y a cette vague euh, comme intérêt envers les valeurs autochtones, les artistes autochtones, Mm. etc. Ayant été déjà dans le milieu depuis 2012, c'est sûr que j'avais déjà de l'attention en quelque sorte, mais rendu à ce moment-là, avant, je portais moins attention à ce que je produisais et à l'accès à cette production-là, Mm. je dirais, au grand public. C'est sûr, en plus, après Unité 9, ça a été beaucoup plus élargi. Et je me disais, justement, pour pas qu'on s'approprie mon nom ou mes Mm. œuvres de façon à tout vent pour parler de réconciliation, pour parler de causes qui ne me concernent pas parfois, ou pour simplement, par exemple, faire une reconnaissance de territoire puis dire Natacha, elle a dit ça, blablabla, pour Mm. pas qu'on s'approprie et dénaturer mon propos mes projets, ce que j'ose appeler mon œuvre aussi, mes travaux. Mm. Il a fallu que je porte attention à comment est-ce que tout ceci est accessible, soit sur le web, soit sur, par exemple, les lieux de diffusion dans lesquels je me produis. Et c'est sûr que c'est difficile de tout contrôler, mais justement par rapport à, comme je disais au début, au départ, au début de la pandémie, les artistes pouvaient donner généreusement justement pour apporter quelque chose, puis ça a été un mouvement, je pense, nécessaire. Mais à un moment donné, pour les artistes, ce n'est pas quelque chose de bénéfique de constamment donner. Et justement, pour les diffuseurs, il faut savoir aussi protéger les artistes de justement Oui. d'être réappropriés à tout vent. Mais autant pour, comment je dirais, les producteurs, je pense qu'il faut faire attention pour pas que leurs artistes aussi soient, comment je dirais, pillés de différentes façons. Et, Mm. et dans mes derniers contrats d'édition, justement, que j'ai pu signer dernièrement, et j'ai même ajouté une clause comme quoi l'éditeur prend l'engagement de respecter la valeur de ma démarche, la Mm. démarche derrière l'œuvre, et qu'il s'engage à la protéger justement de différentes réappropriations, dénaturation Ouais. de ce que j'ai voulu proposer comme valeur en tant que autrice autochtone dans le contexte contemporain dans lequel on se trouve. Et pour Ouais. moi, donc, par rapport à Essentiel. l'accessibilité, par rapport au web, il faut que je fasse attention pour pas trop faire de spectacles gratuits puis les laisser sur le web. Comme ça, Oui. c'est parce que sinon, ça peut être réutilisé constamment alors que je peux perdre le contrôle sur ça. Et ça, j'ai l'impression que ça guette aussi plus les artistes de la relève qui se disent c'est de la visibilité, mais c'est pas avec de la visibilité justement qu'on paye le loyer. Vanessa, je vais me tourner vers vous, mais je vais changer de thème parce que le temps file et qu'on a des questions aussi de l'auditoire. Je voulais parler de la coopération culturelle internationale, notamment au sein de la francophonie, parce que pour vous, pour votre festival, Vanessa, c'est un terrain de jeu, la francophonie. Comment est-ce que vous exploitez cet espace-là, pour reprendre le terme que vous avez utilisé un petit peu plus tôt, l'espace physique, pour faire la promotion de nos valeurs à l'étranger? C'est une question super intéressante parce qu'on est au Québec le champion de la francophonie en Amérique du Nord. Et je trouve ça toujours très ironique, en fait, qu'on pose cette question parce que aujourd'hui, si on se projette en 50, 85% des locuteurs francophones sont en Afrique. Ils seront en Afrique. Donc, le prochain pôle important de la francophonie sera le continent africain dont je suis originaire. Et aujourd'hui, même depuis 2017, la capitale francophone, ce n'est pas Paris, c'est Kinshasa en termes de population. Donc, il faut prendre conscience, en fait, de ces enjeux-là. Et quand je regarde comment, ici au Québec, on regarde, puis les créateurs, surtout les ambassadeurs de cette diversité qui sont originaires de ces pays francophones-là, ils sont souvent négligés, pas très financés. On a une folklorisation énorme également de la création. Les bourses de déplacement sont très accessibles, hein. C'est très facile d'avoir des bourses de déplacement, mais quand il faut avoir des bourses de recherche et création pour entrer dans un espace contemporain de la musique africaine ou des musiques latino-américaines ou whatever,
on est souvent heurté à beaucoup de barrières. Donc, il faut également prendre soin de nos ambassadeurs francophones ici, qui sont également des ouvertes aussi vers Sinan, qui va être le champion de la francophonie à l'avenir. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, je terminerai en parlant également de la diplomatie culturelle du Canada qui doit se développer sur le continent. Il faut l'accentuer dans ces zones-là. C'est essentiel. Il y a des acteurs qui sont déjà implantés, qui ont une plus d'expérience que nous, mais je pense qu'avec le temps et en prenant conscience de ces enjeux-là, le Québec et le Canada peuvent tirer son épingle du jeu. Et enfin, je pense qu'il faut parler également de la question de la mobilité. C'est facile pour les Occidentaux de se rendre dans ces espaces-là. Mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. C'est très difficile. Et ça crée une sensation de déséquilibre parce que souvent, c'est à l'extérieur qu'on a des festivals, des grands marchés qui s'approprient dans leur modèle économique ces cultures-là. On parle de musique du monde, mais souvent, les auteurs même de ces musiques-là n'ont pas les moyens ou la possibilité d'avoir accès à visa pour défendre leur art. Et nous, on est confrontés énormément à ça, que moi, j'avais délocalisé aussi mon festival parce que c'était plus facile d'aller rendre les gens sur place que de les faire venir ici. Donc, il y a ces considérations-là où il faut qu'on soit conscient que l'espace francophone changer de continent, mais on ne peut pas bâtir des ponts si on n'est pas conscient de ces enjeux dans l'environnement. Je voyais Simon Brault opiner du bonnet. Il va falloir repenser la diplomatie culturelle aussi. On était à Abidjan juste avant la pandémie, d'ailleurs. Mais juste dire que ce qu'elle dit est tout à fait vrai, puis je trouve que là où il y a un enjeu immense, notamment avec l'Afrique, c'est que pour y arriver, il va falloir qu'on comprenne bien qu'il y a un travail à faire avant que ce soit commercialement rentable. Et un des problèmes à l'heure actuelle, c'est que beaucoup des stratégies du Canada, du Québec, sont des stratégies axées sur l'exportation culturelle. Et c'est pour ça que moi, je pense que, par exemple, dans le cas de l'Afrique et des pays francophones, on doit s'assurer que la diplomatie culturelle joue un rôle immense parce qu'il existe différents niveaux de développement et différents niveaux de maturité dans nos relations avec d'autres marchés. Il y a certains marchés qui sont matures, comme en Europe, où effectivement, on est capable d'être présent, d'exporter nos valeurs et de rentabiliser ça. Mais il y a d'autres régions dans le monde, pour des raisons économiques, politiques, pour toutes sortes de raisons, où la relation commerciale n'est pas encore possible, mais on doit quand même avoir une relation. Puis c'est là où la diplomatie joue un rôle fondamental. Et moi, je crois que dans la diplomatie culturelle, il y a un potentiel immense à l'heure actuelle, mais ça suppose aussi de faire un travail avec nos diplomates pour essayer de leur montrer justement l'importance de la relève, l'importance des voix qui sont plus minoritaires, qui sont moins connues, parce que chez les diplomates aussi, il y a une tendance naturelle à toujours vouloir inviter les gens qui sont connus, qui ont de l'effet, qui ont de l'impact, etc. Les vétérans et c'est pas la façon, à mon avis, de travailler. Donc, il y a vraiment moi, je trouve que l'idée de renouveler la diplomatie culturelle, d'avoir une diplomatie culturelle qui est beaucoup plus audacieuse, qui est beaucoup plus équitable aussi dans son fonctionnement, c'est quelque chose, à mon avis, puis c'est quelque chose sur lequel moi je travaille avec mes collègues au Conseil des arts énormément à l'heure actuelle. Et je pense que dans le monde après pandémie, l'importance de la diplomatie va être encore plus grande parce que la pandémie a beaucoup changé l'échiquier géopolitique international. Puis les réseaux ont été On voit à l'heure actuelle que oui, puis on voit que la Chine est en train de faire toute une diplomatie avec ses vaccins, comme les Russes, et nous, on va devoir se replacer dans tout ça. Très important. Avant, par contre, Simon, d'imaginer l'après-pandémie, il va peut-être falloir parler de l'après-conférence parce que je vois que Natacha a son manteau sur le dos. Est-ce que tu dois t'en aller? Tu dois nous quitter, Natacha? Oui, je dois prendre la route, puis je pensais que ça allait finir plus tôt, donc et en plus, j'ai emprunté une chambre d'hôtel. C'est parce que vous êtes tellement intéressant. Il me reste 2 questions de l'auditoire, mais écoute, si tu dois vraiment t'en aller, prendre la route, aller créer... Louise, vas-y. Oui, Natacha, je veux dire quelque chose. Quand tu as parlé au début, puis tu parlais de l'importance de voyager et tout ça, tu m'as rappelé une de mes citations préférées à vie d'Apollinaire. Alors, je l'ai dit pour toi, il faut voyager loin en aimant sa maison. Alors, tu m'as inspiré, Apollinaire.
Fait que c'est ton petit cousin Ah. quelque part dans la création. Ben, merci beaucoup. Écoute, si tu Merci. dois quitter, on ne te retiendra pas. Je vais garder les 3 autres, par contre, pour les 2 questions du public. Un grand merci à toi, Natacha Canapé-Fontaine, d'avoir été là. Puis évidemment, on te souhaite des beaux voyages pour que tu puisses t'abreuver et nous pondre Oui. des belles œuvres par la suite. Merci beaucoup, Natacha. Je me tourne vers première question de l'auditoire. Bye bye. Merci beaucoup. Philippe Blanchard de PBC Consulting. Je ne sais pas qui de vous 3 veut prendre cette question. Quel pays ou région priorisez-vous pour promouvoir la création artistique et littéraire du Québec et du Canada? Alors, je répète, quel pays ou quelle région priorisez-vous pour promouvoir la création artistique et littéraire du Québec et du Canada? Simon, vous voulez y aller? Ben, moi, je dirais qu'à court terme, c'est très important qu'on s'occupe de l'Amérique, particulièrement de l'Amérique du Sud. Je trouve que il va y avoir probablement des bulles à l'échelle internationale. On le voit déjà dans certains pays. Je pense qu'on a il y a une soif de tout ce qui se crée au Canada, en Amérique. Mais je crois aussi, on vient de parler de l'Afrique, je crois qu'il y a des territoires en développement qui sont effectivement des territoires où les conditions ne sont pas nécessairement faciles et tout ça, mais où il y a vraiment un intérêt, puis il y a vraiment une capacité de faire. Puis ce que j'espère, c'est que tous les subventionnaires et les diplomates et tout ça, qu'on va être assez courageux pour faire du développement après la pandémie et pas simplement pour retourner dans les marchés qu'on connaît déjà très bien. Très intéressant. Puis je suis sûr que Vanessa, tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Louise, vas-y, oui. Moi, je dirais de façon très concrète, la pandémie nous a obligés à annuler le Canada à l'honneur à la Foire du livre de Francfort, qui est quand même une Oui, foire c'est vrai. extraordinaire qui rassemble la planète. Et donc, la pandémie a forcé le report du Canada à l'honneur, où le Québec prend sa place aussi énormément. Et donc, cet automne, je veux juste dire qu'il y aura là une opportunité oui, il y aura là une opportunité post-pandémie, là, assez extraordinaire avec, si tu veux, on va dire le spotlight là, sur la Oui. littérature québécoise et canadienne. On avait mis sur pied, on a travaillé en équipe avec des gens du fédéral et tout ça, puis on a mis sur pied une foule d'activités extraordinaires, très innovantes, entre autres avec les gens du quartier des spectacles à Montréal. Ça, là, pour moi, là, ça va être un catalyseur post-pandémie super OK. important. Puis cette opportunité qu'on ait reporté ça est tout à fait formidable. Donc, il faut saisir l'occasion, cette occasion-là. Oui, Parfait. il y a une occasion importante. À saisir. Deuxième et dernière question, celle-ci nous vient de Jacques Vézina de Métropole du Monde à Montréal. Il demande, et je pense que Vanessa en a parlé un petit peu, mais existe-t-il un lien entre le développement de notre présence culturelle sur la scène internationale et notre capacité à accueillir ici des manifestations culturelles de l'étranger? C'est sûr qu'il existe un lien parce que ça dans les deux sens. Je pense qu'il faut renforcer ce lien-là. On a une scène qui est foisonnante, en tout cas de ce que moi je sais du Festival Afropolitain Nomade, on fait des appels à candidature internationaux. On a à peu près entre 6 000 candidatures de partout dans le monde. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les rencontres improbables. Comme je disais tout à l'heure, Natacha était au Sénégal avec nous en 2018 avec Charles Corenoro aussi. Donc, on a eu un haka en plein cœur de Dakar, à 40 degrés sous le soleil, puis des gens qui savent pas du tout c'est quoi ce chant traditionnel, qui ont été vraiment bluffés. Puis on a fait revenir des tambours d'Haïti pour aller au Bénin. Donc, on fait ce genre de choses-là. Donc, je pense que il faut qu'on soit capable, pas seulement d'aller dans une mission. Donc, oui, il faut que ça se fasse dans les deux sens parce qu'il y a les culture orale qui est très proche de la culture africaine, de certaines cultures africaines. Donc, on a une affinité naturelle avec les cultures autochtones, mais ce serait bien qu'il y ait des groupes africains qui puissent venir voir les autochtones dans leur environnement à eux
Donc, qu'il y ait cette réciprocité, je pense que c'est important. Cette réciprocité-là, oui, dont vous parliez un petit peu plus tôt quand vous disiez que c'est beaucoup Oui. plus facile pour nous de se déplacer que d'autres Mhm. gens viennent ici. Simon, vous voulez De peut-être venir. terminer? Juste dire que c'est une question qui est intéressante, puis ça va vraiment être une question de vision. Parce que dans tous les pays du monde à l'heure actuelle, tout le monde est notre culture d'abord. Au Québec aussi, puis au Canada aussi. Ouais. Puis c'est sûr qu'au lendemain de la pandémie, ça va être on favorise nos artistes et bon, on veut exporter. Il y a déjà depuis très longtemps un déficit dans les arts de la scène entre ce que nous, on diffuse à l'international et ce qu'on accueille au Canada. Et je pense que ce serait probablement faire preuve de vision parce on est moins détruit qu'ailleurs, d'inviter un peu plus les gens au lendemain de la pandémie pour nous ouvrir des portes par la suite. Et je pense que ça se ferait preuve de vision et c'est le genre d'approche que je soutiendrais totalement. Il y a plein de choses qui vont se passer dans l'après-pandémie. On en parle puis on en rêve. Il y a Oui, plein de choses on est déjà hyper. là. On est en. Ben oui, vous n'avez pas le choix, c'est sûr, d'être déjà rendu là. Il y a Ouais, plein on de n'a choses pas le hyper choix. pertinentes qui se sont dites au cours de la dernière heure, puis j'aurais aimé ça suivre encore plus longtemps, mais on doit cesser ici. J'aimerais vous remercier d'avoir apporté vos Merci. lumières Merci. sur ces enjeux. Je vous souhaite le Merci. meilleur, le courage, le meilleur courage du monde pour inventer la suite. Grand merci à Vanessa Kanga, Simon Brault, Louise Lantagne également. Merci aux gens qui se sont joints à nous. Un grand merci aussi à Natacha Canapé-Fontaine qui était là avec nous. Et au nom du Corim, merci à tous d'avoir été présents à ce rendez-vous en ligne. À la prochaine. Au revoir. Merci à Merci toi, Rebecca. beaucoup. Plaisir. Merci Merci. Rebecca. Facile. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir Louise. Au revoir Vanessa. Bye. Au revoir. Salut. Au revoir.